toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux actus sociales et notamment celles qui font l'actualité du mois d'avril. Je suis Abdelkader Beramdan, je serai accompagné aujourd'hui de Maïla Masson, qui est une des membres de l'équipe de veille juridique. Maïla, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire par chat si vous entendez les propos que je tiens? Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'également vous voyez correctement les diffusion de diapos? M'entendez-vous? Alors, Est-ce que, est-ce que je vous te, m'entendez? je te confirme, Abdelkader. Le son, tout est OK. Voilà, suite au retour Parfait. des Merci. participants. Merci Clémence. Il est Merci. 9h29. Comme à l'accoutumée, je vais vous proposer de patienter encore 2-3 petites minutes pour permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques. Vous êtes bien évidemment toujours très nombreux à ces sessions d'information, très nombreux à être inscrits et un niveau de participants extrêmement élevé également. Voilà. Dans voilà, les donc 29, je vous propose de patienter encore 2-3 petites minutes. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. 'Bien, pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vois que le nombre de connexions progresse. Bienvenue à vous. Comme à l'accoutumée, disais-je, nous allons encore patienter une petite minute et nous pourrons débuter nos échanges du mois d'avril. 9h32, l'heure est arrivée de débuter notre exposé concernant les actualités sociales du mois d'avril. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition mensuelle. C'est un rendez-vous de l'information sociale, essentiellement paye, que nous allons voir ensemble. Je vous propose pour ce mois-ci de revenir sur quelques mesures définitives de la réforme des retraites. Je vous dirai quelques mots également de la procédure en cours devant le Conseil constitutionnel. Nous aborderons le dernier accord national professionnel signé au cours du mois de février relatif au partage de la valeur. Je redirai les mesures comprises dans la réglementation européenne et qui ont fait l'objet de transposition dans notre droit national. Nous aborderons également deux dernières précisions données par la Direction de la Sécurité sociale et portées dans le BOSS. Quelques informations complémentaires. Nous engagerons également l'échange sur deux décisions de la Cour de cassation qui me paraissaient pertinent de relever. Et puis, si vous le permettez, je vous parlerai également des activités de l'équipe veille juridique dont j'ai l'honneur de prendre la responsabilité et de ce que nous pouvons
vous proposer, vous offrir en termes de prestations accompagnées. Bien, vous savez que cette réforme des retraites, on parle beaucoup de la loi portant réforme des retraites. En réalité, il s'agit, comme j'ai indiqué lors de sessions précédentes, d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Alors, l'appellation du texte est toujours celui de projet de loi. Tant qu'il n'a pas été publié définitivement au journal officiel, il portera cette dénomination. Alors, pourquoi il n'est pas encore publié au journal officiel? Parce que, bien évidemment, comme on pouvait s'y attendre, il fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, alors de recours de certains groupes d'opposition, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, mais en tout état de cause, alors pour une partie du texte, en tout état de cause, la Première ministre a souhaité que le Conseil constitutionnel en examine le texte et son contenu dans la totalité, ça veut dire que tout le texte est soumis au contrôle de constitutionnalité. On verra que, bien évidemment, un certain nombre de dispositions pourraient, semble-t-il, faire l'objet de sanctions. Le Conseil constitutionnel nous informe de ce que sa décision sur le contrôle de constitutionnalité sera rendue publique le 14 avril prochain, en fin de journée, ce qui veut dire c'est dans une semaine et dans moins d'une semaine. Alors, que comprend ce texte en dehors, bien évidemment, du point central qui fait fortement débat, qu'est le report de l'âge à partir duquel le salarié est en droit, de manière générale, en droit commun, de faire valoir ses droits à la retraite. Donc un report d'âge de 62 à 64 ans, tout en conservant bien évidemment des possibilités de départ anticipé sous certaines conditions. Ces éléments-là seront évoqués lors de la prochaine édition au cours du mois de mai. En tout état de cause, certaines mesures accompagnent le dispositif général de report du droit à retraite, en l'occurrence un certain nombre de mesures afférentes à l'emploi des seniors, en ce qu'il est prévu l'instauration d'indicateurs relatifs, nous dit-on, à l'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors. Alors, avant d'entrer dans le détail, le périmètre des employeurs concernés par cette mesure est celui des entreprises qui comptent au moins 300 salariés. On se souvient sans doute que lors de l'examen parlementaire, un amendement avait été préalablement et dans un premier temps adopté pour réduire cet engagement-là à hauteur des entreprises qui comptent au moins 50 salariés. In fine, dans le texte final, cet abaissement du seuil d'effectifs en a été écarté. La loi, une fois promulguée, fera obligation si cette mesure est retenue, mais je vous dirai dans un instant pourquoi la probabilité est assez faible. La loi fera obligation à l'employeur de procéder à une publication annuelle de ces indicateurs, en distinguant, selon le sexe, bien évidemment, de l'emploi de ces seniors. À préciser qu'aujourd'hui, aussi bien pour les mesures antérieures que pour la mesure actuelle, la loi ne fixe pas la définition de ce qu'est un emploi senior ou un salarié senior. En aucune manière. Alors, on a des dispositions pour lesquelles, à partir de 45 ans, on est senior, à partir de 50, on est senior, à partir de 55 ans, on est senior. Là, c'est plutôt le décret à venir qui devrait être pris en application de cette mesure qui en donnera quelques éléments. L'employeur, dans le cadre de la publication de ces indicateurs, devra également renseigner les actions mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l'entreprise. Alors, selon quelle méthodologie? D'abord, les indicateurs et la méthode de calcul seront fixés par un décret à venir. Ce décret peut être publié, bien évidemment, vous l'aurez compris, avant que la loi ne soit elle-même publiée, fasse l'objet de publication au journal officiel. Il y aura la possibilité pour les partenaires sociaux de déterminer ces indicateurs et leurs méthodes de calcul par la voie d'une convention de branche ou d'un accord collectif étendu, ce qui signifie d'abord, bien évidemment, que les partenaires sociaux dans le secteur concerné s'engagent dans une négociation qui puisse aboutir et qu'ensuite il y a un contrôle administratif opéré au regard du contenu de cet accord-là lors de l'examen de l'extension du texte. À supposer que le texte soit étendu, eh bien, il y aura substitution de cette convention de accord collectif aux dispositions du décret. En clair, dans le secteur concerné, les partenaires sociaux peuvent prendre des dispositions dérogatoires à celles fixées par le décret d'application.
Et nous aurons, dans ce cas-là, à gérer ce que dit le décret pour le cadre général et le cadre commun de la plupart des entreprises, et nous serions amenés éventuellement à gérer également ce que précise cet accord collectif étendu de branches dans le secteur d'activité concerné. Alors, sanctions civiles et sanctions pénales accompagnent la mesure d'emploi des seniors. Sanctions civiles sont les suivantes. En cas de détérioration des indicateurs sur 3 années consécutives, ce qui est déjà une durée assez conséquente, il y aura une obligation pour l'employeur à s'engager dans des négociations sur les mesures d'amélioration de l'emploi des seniors, c'est-à-dire au sein même de son entreprise. Je constate une détérioration, je suis dans l'obligation de m'engager dans des négociations permettant l'amélioration de l'emploi des seniors. À défaut de s'y engager ou à défaut de conclusion avec les partenaires sociaux au sein de l'entreprise, l'employeur devra mettre en place de son propre chef un plan d'action toujours dans cet objectif d'amélioration de l'emploi des seniors. Sanction pénale également, l'employeur a sans doute opéré à l'élaboration des indicateurs, mais ne les a pas publiés ou n'a pas opéré du tout à la construction de ces indicateurs et donc ne peut pas les publier. L'absence de publication est sanctionnée d'une pénalité de 1% du brut SS de l'ensemble de l'entreprise, et ce brut SS est le brut sécurité sociale de l'année précédant celle de l'obligation de publication. Donc je n'ai pas réalisé ma publication 2024 si le brut SS déclaré auprès des URSSAF via la DSN qui constituera l'assiette de cette pénalité de 1%. Donc vous aurez compris que plus l'assiette de rémunération est importante, plus la pénalité l'est également. Alors, quand est-ce que ça entre en vigueur? Pour les entreprises qui comptent au moins 1000 salariés, la date d'entrée en vigueur est assez proche, hein, c'est le 1er novembre 2023, c'est dans 6 mois. Et même moins que cela, le temps de la publication également du décret d'application. Donc on imagine que sa publication sera assez rapide pour permettre aux entreprises de s'y atteler, à tout le moins de commencer à construire, bien évidemment, ces indicateurs. Et pour les entreprises de moins de 300 salariés, vous aurez corrigé par vous-même, hein. Ce sera le 1er juillet 2024 et non pas 2023, une petite coquille ici. C'est bien la date d'entrée en vigueur du 1er juillet 2024 pour ces entreprises-là. Donc en 2 temps, à raison du niveau d'effectif de l'entreprise. Au décret à venir également de fixer l'âge des salariés concernés par ces mesures-là. Donc on sait que ces indicateurs doivent être construits, doivent être bâtis par l'employeur. On en connaît la date d'application à raison, bien évidemment, de l'effectif de l'entreprise. On sait également les sanctions qu'encourrait l'employeur s'il ne répondait pas à certaines obligations légales, c'est-à-dire l'amélioration en cas de détérioration de ces indicateurs sur 3 années consécutives, l'amélioration de l'emploi des seniors, et puis la non-publication conduit à la sanction d'une pénalité de 1% sur le brut SS. Ce qui manque en réalité aujourd'hui, c'est essentiellement, pour mettre en œuvre cette mesure-là, c'est essentiellement le décret d'application. Alors, il faut dire que les commentaires faits, et personnellement j'estime à juste titre, sur le risque de sanction du Conseil constitutionnel, alors soit tout le texte, la probabilité est plutôt faible, mais pourquoi pas, soit en réalité sur cette disposition du texte, vise essentiellement l'emploi des seniors. Alors pourquoi? Parce qu'il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel estime que nous sommes en présence ici d'un cavalier juridique. Alors qu'est-ce qu'un cavalier juridique? C'est une mesure sans aucun rapport avec l'objet de la loi. Alors pourquoi dit-on que les dispositions relatives à l'emploi des seniors sont sans aucun objet avec la loi? La loi de financement de sécurité sociale, même si elle est rectificative, doit apporter quelques aménagements sur les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. On se souvient par exemple que lors du projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2023, donc celui qui a été débattu l'automne dernier, une mesure y avait été inscrite qui était celle de l'obligation pour l'employeur de verser les IGSS immédiatement et de maintenir le salaire pour les IGSS maternité et paternité, hein, je précise bien, pas pour maladie latée, mais maternité et paternité, parce que
l'administration et le gouvernement avaient constaté quelques retards dans le versement des CJSS pour des personnes qui en avaient un besoin immédiat. Charge bien évidemment à ce que l'employeur, par la suite, par la voie de subrogation, se fasse rembourser ce versement anticipé. Le Conseil constitutionnel avait sanctionné et censuré cette mesure au motif qu'elle était sans incidence sur les recettes et les dépenses, puisqu'elle ne concernait qu'un aménagement, mode d'aménagement du versement de ces IJSS par anticipation par l'employeur. Il est assez probable, l'avenir le dira, il est assez probable que cette mesure sur l'emploi des seniors encourt la même censure. Dans ce cas-là, il n'est pas exclu non plus que, bien évidemment, la même mesure soit reprise ultérieurement par un nouveau véhicule législatif qui soit plus adapté. Donc, les choses vont venir assez rapidement, puisqu'on saura dans une semaine si la mesure est sanctionnée ou pas. Et si elle ne l'est pas, bien évidemment, le décret devra être très rapidement publié sur ce dispositif d'indicateur de l'emploi des seniors. Cette réforme prévoit également l'instauration d'un contrat de fin de carrière, qui va concerner essentiellement les salariés seniors demandeurs d'emploi de longue durée. Ce que demande la loi, c'est l'engagement des partenaires sociaux à une négociation collective sur l'emploi de ces seniors demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, ils devraient, ces partenaires sociaux, s'engager prochainement dans la négociation d'un ANI, d'un accord national interprofessionnel, à l'échelon donc national, et le texte leur demande d'aboutir à un résultat, à un accord, au plus tard le 31 août 2023. À défaut d'accord collectif conclu par l'ensemble de ses représentants, employeurs et salariés, le gouvernement instaurera à titre expérimental ce fameux contrat de fin de carrière et sur une période spécifique, puisqu'il sera mis en place à titre expérimental, pour une période qui va courir du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2026. Le contrat de fin de carrière sera un CDI, un contrat à durée indéterminée. Alors, néanmoins, la loi fixe un cadre de mise en place. Alors, bien évidemment, on aura l'ANI ou on aura le dispositif gouvernemental. Dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'ANI, qu'il s'agisse du dispositif gouvernemental, les entreprises, pardon, les secteurs de branche devront négocier pour aboutir à une convention de branche ou un accord de branche étendu, quelle qu'en soit la source, ANI ou loi. Ils devront définir les activités concernées. Ils devront également indiquer les modalités dérogatoires de mise à la retraite du salarié, dont je vous rappelle que la réforme aujourd'hui, dans le texte qui est soumis au Conseil constitutionnel, donc tel que issu des débats parlementaires, ne prévoit strictement aucune modification, mais aucune modification sur les conditions de mise à la retraite. Il vise uniquement le départ volontaire à la retraite. Et dans ce cadre de mise en place, également des précisions sur la rémunération et sur l'indemnité de mise à la retraite. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, l'indemnité de mise à la retraite est déterminée selon les mêmes modalités que celles qui prévalent aux indemnités de licenciement, avec un régime social identique également. Donc, on pourrait être amené demain à gérer dans nos systèmes d'information deux modalités de calcul de l'indemnité de mise à la retraite, c'est-à-dire les modalités de calcul issues de la loi et les modalités de calcul tirées de cet accord ou de ces accords à raison de la présence d'un contrat de fin de carrière. Alors, les modèles de calcul, effectivement, sont ceux de l'indemnité de licenciement sur une base légale. Lorsqu'on va rechercher la source conventionnelle qui est applicable chez vous et dans les différentes entreprises, il est assez fréquent que le mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite conventionnelle soit identique au mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Certaines conventions collectives établissent une disparité, mais voilà, ce sont plutôt des exceptions. Je reviens parce que là aussi, quelques commentaires sur lesquels il convenait quand même, quand je lis certains commentaires, de rappeler ce qu'est l'utilité de la rupture conventionnelle ou pourquoi elle a été créée à l'origine. Parce que dire qu'on alourdit la charge financière, sans doute, encore que peut-être faudrait-il faire quelques calculs,
mais on omet de dire la raison première de la création de la rupture conventionnelle par les partenaires sociaux. Donc, je vous l'avais déjà présenté, je vais en venir immédiatement à la seconde partie de ce tableau, l'unification du régime, puisque pour toute rupture du contrat de travail dont la cause est celle de la conclusion d'une rupture conventionnelle individuelle ou d'une décision de mise à la retraite par l'employeur, eh bien, nous serons en présence d'un régime social unique. Donc, fusionnons ces deux causes de rupture du contrat de travail et donnons lieu à un régime social suivant. C'est une exonération sociale, donc de cotisation sociale, et de CSG-CRDS dans les limites applicables aux indemnités de rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai déjà dans mon système d'information, bien évidemment, les règles afférentes à la gestion du régime social des indemnités de rupture. Les causes que vous avez sous les yeux, rupture conventionnelle et mise à la retraite, entreront dans cette logique, bien évidemment, de régime social. Pour autant, si l'on supprime le forfait social de 20% s'agissant de la rupture conventionnelle, ou si l'on supprime le taux de 50% au titre de la contribution spécifique s'agissant de la mise à la retraite, on a bien un maintien de la contribution spécifique, mais qui est ramené à 30% de la part exonérée, tout simplement. Voilà, donc j'aurai une part exonérée et j'aurai de facto 30% sur cette part exonérée de contribution patronale. Notez également, et ce n'était pas l'objet de la loi, que le régime fiscal est maintenu parce que de toute façon, si on devait le modifier, il aurait fallu un projet de loi de finances rectificatif, mais cette fois-ci projet de loi de finances, et non pas projet de loi de financement de sécurité sociale rectificatif, pour pouvoir apporter quelques aménagements ou modifications au régime fiscal. Donc, le régime fiscal est maintenu. Nous avons ici une modification du régime social, donc pour toutes les ruptures du contrat à compter du 1er septembre 2023. Alors, cela fait dire à certains auteurs qu'il pourrait y avoir une anticipation, notamment de la rupture conventionnelle, parce qu'à la mise à la retraite, il y a la condition d'âge du salarié, mais d'une anticipation de quelques ruptures conventionnelles avant cette date fatidique du 1er septembre 2023. Possiblement, mais ça, je dirais que nous avons déjà connu de telles gestions RH par le passé lorsque la loi devait évoluer, et pour éviter quelques alourdissements financiers, et encore que là, il faudrait faire quelques calculs savants. Pour autant, la rupture conventionnelle conserve deux avantages voulus par les partenaires sociaux lors de sa création en 2008, qui sont les suivants. Pour les salariés, c'est une ouverture au droit, au bénéfice de l'allocation de recherche d'emploi, donc une prise en charge par Pôle emploi. Pour l'employeur, l'absence de motivation du recours à la rupture conventionnelle rend difficile, voire impossible en tous les cas, un contentieux judiciaire, une saisine du conseil prud'homal, puisqu'il n'y a pas de motif à la rupture. À la rigueur, ce qu'admet la Cour de cassation, à juste titre, c'est que puissent être remises en cause les conditions de la conclusion de la rupture conventionnelle, puisqu'il s'agit d'un contrat, d'une convention de rupture, tout simplement une rupture conventionnelle. Donc c'est un contrat signé entre l'employeur et le salarié qui fait l'objet ensuite d'une demande d'homologation à l'administration. Mais l'employeur est protégé en grande partie de la contestation prud'homale de cette rupture conventionnelle en raison de l'absence de motif. Et il n'y a pas de raison de motiver. Donc l'équilibre sur la protection juridique entre d'une part le bénéfice du droit aux allocations de recherche d'emploi et d'autre part, en réduisant très fortement, en annihilant quasiment le recours prud'homal, cet équilibre-là est conservé. Ensuite, c'est une gestion effectivement du régime social qui est unifiée. Et c'est la volonté effectivement de réduire cet écart-là. Des questions peut-être, Maïla ou Clément, je ne sais pas qui de vous deux. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci Maïla. J'aborde donc le second chapitre, qui est celui de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur dans l'entreprise. C'est un accord qui a été conclu le 10 février 2023 et qui nécessite, nous allons le voir, quand même quelques adaptations législatives. Donc pour l'instant, le gouvernement n'a pas, à notre connaissance, engagé le calendrier parlementaire sur ce texte. Bon, il le fera peut-être prochainement, mais on n'a pas noté en tous les cas de projet. Et il ne me semble pas, par ailleurs, que le projet de loi permettant la transposition des dispositions inscrites dans l'accord vers la loi ait été adopté en Conseil des ministres. Alors, que nous dit
cette année, il va concerner essentiellement les TPE. Donc, alors, pas forcément toutes celles et ceux qui nous écoutent, mais possiblement certains ou certaines d'entre vous, parce que leur activité les amène à traiter des structures à un niveau assez bas d'effectifs, mais qui sont par ailleurs, en plus de manière assez amusante, les plus nombreuses en France. Hein, parce que il ne faut jamais perdre d'esprit que plus de 50% des salariés en France travaillent dans des structures de moins de 50 salariés. Donc voilà, c'est le rapport. Donc, entreprise concernée, 50 salariés et moins de 50 salariés, modalité de mise en œuvre de ce partage de la valeur, bien une mise à disposition d'un dispositif de participation avec une formule dérogatoire qui permettra éventuellement au terme de l'application de cette formule dérogatoire, d'obtenir un montant inférieur au résultat légal. Donc, si je veux comparer les deux formules, eh bien possiblement, je pourrais avoir un résultat inférieur. Ah, c'est un dispositif facultatif. Hein. Les entreprises ne sont pas obligées d'y recourir, mais on est assez incitatif. Hein. Vous avez, pour les entreprises concernées, la possibilité de partager la valeur de travail de cette manière-là, via la mise en place d'un dispositif de participation. Alors, par quel biais? D'abord, préalablement, la conclusion d'un accord de branche, tout simplement pour que le texte puisse s'appliquer à toutes les entreprises du secteur. Et puis ensuite, une mise à place dans l'entreprise, soit par la voie d'un accord collectif d'entreprise, soit par décision unilatérale. On parle ici d'entreprises où la présence de personnes ayant la capacité juridique de négocier et de conclure un accord collectif est assez faible. Hein, parce que ce pouvoir-là est toujours confié par la loi à des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux. Leur présence dans les entreprises de moins de 50 est assez réduite. Ce n'est pas impossible, il en existe certaines, mais c'est assez réduit. Donc, la probabilité de mise en œuvre passera très généralement, si la direction de cette entreprise souhaite s'engager dans ce dispositif facultatif de participation, passera assez généralement par la voie de la décision unilatérale, et donc de la décision unilatérale de l'employeur de mise en place, DUE, de mise en place de la participation dans le cadre qui sera précisé par la loi ultérieurement. On a également un dispositif particulier pour les entreprises de 11 salariés à moins de 50 salariés. Donc cette fois-ci, on est toujours sur du moins de 50, mais sur un périmètre quelque peu réduit par rapport au précédent, avec une obligation, cette fois-ci, de mise en place de l'un des dispositifs suivants: participation, intéressement, abondement, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprise ou un plan d'épargne retraite. Dans quelles conditions? D'abord, faut-il que l'employeur qui occupe ses salariés soit constitué sous forme de société, ce qui n'est pas une contrainte au regard du dispositif que nous avons vu précédemment. Par ailleurs, que l'entreprise ait réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Donc, ça veut dire qu'il y a bénéfice. Alors, positif, oui, sinon ça ne serait pas un bénéfice, ça serait plutôt un déficit. Donc, bénéfice fiscal, net fiscal positif, 1% du CA pendant 3 années consécutives. Voilà, condition assez particulière, hein, si l'on devait observer de manière rigoureuse ces critères. Et faut-il encore, bien évidemment, que l'entreprise ne soit pas couverte par un dispositif de partage de la valeur, participation, intéressement, abondement à PEE, PEI ou PER, au moment où la condition précisée à l'année précédente est remplie, nous dit là le texte. C'est-à-dire qu'au moment où, bien évidemment, les trois critères que nous venons de soulever sont réunis. Alors, est-ce que l'entreprise peut être couverte par un accord de participation, d'intéressement, d'abondement au moment? La réponse est oui, parce que on venait précédemment de dire l'incitation qu'il peut y avoir à conclure un accord de participation pour les entreprises de moins de 50. Donc, si elles l'ont déjà, pas d'obligation de faire. Si elles ne l'ont pas et que les critères qui sont ici visés sont réunis, eh bien, elle devra ou conclure un accord de participation, ou conclure un accord d'intéressement, ou procéder à un abondement à un plan d'épargne. Qui dit abondement, ça veut dire que le plan d'épargne est déjà mis en place. Par ailleurs, le texte signé entre les partenaires sociaux
vise également à quelques aménagements concernant la prime de partage de la valeur, notre fameuse PPV, pour permettre son placement dans le champ de l'épargne salariale. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la chose suivante, ça signifie qu'on aura la possibilité de placer les sommes versées au titre de la PPV dans un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite. Bien évidemment, lorsqu'ils existent, effectivement, s'ils n'existent pas, plutôt difficile de pouvoir les verser. Ouvrez cette possibilité-là, parce que vous savez, aujourd'hui, la PPV, c'est uniquement le versement. Tout simplement. Il n'y a pas de possibilité de l'épargner. Le texte proposé au titre de l'année par les partenaires sociaux vise à favoriser ce placement. Par ailleurs, le texte demande à ce que puissent être accordées 2 primes de partage de la valeur au cours de l'année. Aujourd'hui, vous avez une PPV avec la possibilité d'un versement multiple à raison d'un versement tous les 3 mois. Ou une fois tous les 6 mois. Mais si on devait raccourcir les périodes, c'est 3 mois minimum. Donc, ici, je n'aurai plus une PPV annuelle dont des modalités de versement seront au minimum celles que je viens de vous indiquer. J'aurai 2 PPV annuels et 2 primes, tout en conservant le régime fiscal et social tel qu'il est aujourd'hui en vigueur au 1er janvier 2023, avec les mêmes plafonds. Donc, je dis, je n'ai plus une PPV mais 2, ce qui permet de favoriser à nouveau ces partages de la valeur et le versement de sommes par les entreprises de manière incitative. Bon, on voit bien l'enjeu aussi, hein, c'est en même temps d'améliorer indirectement les revenus des personnes bénéficiaires de cette PPV, c'est-à-dire essentiellement les salariés. Conservation du régime fiscal et social, ça par contre, ça devra passer également par la loi, c'est ce que demandent des partenaires sociaux. Pour les entreprises, ah oui, effectivement, ils le demandent pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ils ne s'engagent pas plus, notamment pour celles de plus de 50. Les partenaires sociaux souhaitent également une simplification du forfait social et ils ont noté à juste titre, mais ça, nous, en tant qu'acteurs du monde de la paye, on le note et on le dénonce depuis fort longtemps, mais voilà, c'est la législation qui le veut et c'est toujours le législateur qui a le dernier mot, c'est qu'on a une sorte de millefeuille entre le taux de droit commun, forfait social de 20%, le taux portant sur la contribution patronale au financement de la prévoyance de 8%, qui est tout simplement la continuité de l'ancienne taxe prévoyance, et entre, nous avons des taux à 16, nous avons des taux à 10, des taux à 16 tenant compte effectivement de la nature des sommes versées, de ce que ces sommes versées au titre de l'épargne soient dans des conditions fixées par la loi pour bénéficier d'un taux de 16% au lieu du taux de droit commun de 20%, le taux spécifique également de 10%. Donc vous voyez, ici, le forfait social commence à devenir compliqué à gérer, dont on voit en même temps que le forfait social, la condition d'assujettissement d'une somme au forfait social, c'est qu'elle soit soumise à CSG, CNDS, mais exonérée de cotisations sociales. Par contre, on en a retenu pour la rupture conventionnelle une autre logique, puisqu'il y aurait forfait social, il y a forfait social dès le 1er euro, dès lors que l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas assujettie à cotisation sociale. Bon, vous voyez un peu les choses, c'est une création, mais qui, au fur et à mesure de l'évolution des régimes sociaux, est venue se complexifier dans cette gestion des taux et des taux disparates et des taux qui répondent à des critères légaux bien particuliers, bien spécifiques. Bon, voilà. Alors, ça signifie surtout qu'une veille toute particulière doit être faite sur ce projet-là, dans le cadre des dispositions de transposition de l'ANI dans notre législation nationale et faire l'objet d'un projet de loi qui sera prochainement débattu par le Parlement. Des questions, Maïla? Oui, on en a quelques-unes. Alors, la première question est portée sur l'indemnité de rupture conventionnelle et du coup, on nous demande, on a 2 traitements sociaux pour l'indemnité de rupture conventionnelle avec et sans forfait social 20%. Pardon, je reviens en arrière. C'est pour le forfait, ici, on en est ici. Ouais. Oui, 20%. Oui, 20%. Donc, il y a 2 traitements sociaux. Oui, il y a 2 traitements sociaux parce que, pourquoi vous avez 2 traitements sociaux? Soit le salarié ne pourra pas bénéficier de pension à retraite.
Et dans ce cas-là, on a un forfait social de 20% des premiers euros sur la part exonérée. Ou alors, le salarié, une fois qu'il a quitté l'entreprise au terme, dès l'application de sa rupture conventionnelle, parce qu'il y a une date à fixer, hein, postérieure au délai de rétractation et d'examen et d'homologation par l'administration, ou alors dans ce cas-là, le salarié est en droit de bénéficier de la pension de retraite, et dans ce cas-là, c'est le régime social des pensions de retraite et des revenus d'activité qui s'applique. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai des cotisations sociales, c'est soumis à cotisations sociales et CSG-CRDS des premiers euros. Donc, dès lors que, bien évidemment, je soumets à cotisation sociale et à CSG-CRDS dès le premier euro, je n'ai pas de forfait social. C'est pour ça que vous avez deux niveaux au regard de la situation du salarié au bénéfice ou non de ses pensions de retraite. Il y a une autre question qui porte sur la PPV. Oui. On demande du coup, du coup, tu as été remercié pour ta réponse là. Alors, Merci, merci. donc, oui, le dispositif est facultatif s'il y a moins de 50 salariés, mais obligatoire entre 11 et 50. Oui, alors oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait avec, alors, attention, il est facultatif, je reviens en arrière, il est facultatif pour la mise en place de la participation. D'accord? Là, c'est on vise uniquement la participation. Là, il devient obligatoire entre 11 et 50 salariés. Il est obligatoire, mais en répondant, d'abord, ça ne vise pas que la participation, parce que ici, je peux très bien conclure un accord d'intéressement, tout simplement. Il n'y a pas de participation. Ou je peux mettre en place un PE, un PEI ou un PER, mais je dois abonder en tant qu'employeur. Donc il y a une différence. Un est facultatif, mais vise que la participation. L'autre est obligatoire, mais j'ai trois possibilités de versement de somme ou de partage de somme. Et ensuite, dans le volet pour les entreprises concernées par ce caractère obligatoire, j'ai quand même des critères de mise en œuvre qui sont assez spécifiques, hein. D'une part, ce sont les entreprises sous forme de société. Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas non plus. Il faut avoir réalisé un bénéfice net fiscal positif, nous dit-on, d'au moins 1% du chiffre d'affaires sur 3 années consécutives, et ne pas être couvert déjà par l'un des dispositifs que nous avons cités au-dessus. Donc, effectivement, l'un est facultatif, l'autre est obligatoire, mais avec des critères pour le rendre obligatoire qui sont assez rigoureux, assez stricts et plus nombreux. Autre question, Maïla, peut-être? Dernière question, est-ce qu'ils auront la possibilité de disposer du support? Oui, comme à l'accoutumée, le support sera Ok. adressé, effectivement. Merci bien. Donc, Et une autre question, oui, pour préciser sur la PPV, sous forme de société, on parle du statut, SA, SARL, etc. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si on écarte les entreprises qui sont exercées sous forme du statut de commerçant ou à titre personnel. Mais tout à fait. Alors, Ok. et en même temps, maintenant ces dernières années, même si ces statuts-là existent depuis quelque temps, on a fortement simplifié la création de statuts de société. SASU, SAS, etc., ou URL, etc. Alors, autre texte que nous avions déjà eu l'occasion d'évoquer par le passé, c'est cette loi d'adaptation au droit européen. Alors, la dénomination est assez longue, hein, là, vous l'avez sous les yeux. Donc, le texte a été définitivement adopté et publié le 10 mars dernier, donc c'était au JO du jour de notre dernière intervention. Il est du 9. Quelques rappels. Il vise notamment à assurer la transposition de dispositions européennes inscrites dans la directive de 2019, en datant du 20 juin 2019, et notamment portant notamment sur les conditions de travail transparentes et prévisibles. En ce qu'il y a lieu de mettre un terme aux durées dérogatoires, maximales dérogatoires des périodes d'essai, puisque vous savez que dans la loi du 25 juin 2008, il était encore possible de conserver des durées plus longues que celles fixées par la loi, que vous connaissez maintenant, hein, 2 mois, 3 mois, 4 mois, hein, selon la catégorie du salarié, et qui peuvent être renouvelées sous certaines conditions.
il était possible de conserver des durées plus longues, mais sous réserve qu'un accord de branche les ait expressément prévues, ces durées plus longues, et étaient en vigueur avant la date du 26 juin 2008. Donc on supprime ces durées dérogatoires. Cette suppression entrera en vigueur 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Donc voilà, donc la loi est entrée en vigueur le 11 mars dernier, hein, JO du 10 entre en vigueur le 11. À cette date, on ne pourra plus appliquer que les durées maximales fixées par la loi que je viens de rappeler rapidement. Donc soyons attentifs et attentives, bien évidemment, à la gestion de ces périodes d'essai quand vous êtes amené à préparer les contrats lorsque vous êtes RH ou à alimenter la fin de période d'essai dans le système d'information. Congé parental de paternité et de présence parentale. Alors, le congé de paternité, d'accueil de l'enfant va être pris en considération dans l'ancienneté du salarié. Alors, assez étonnamment, jusqu'à présent, le législateur a eu toujours le souci d'apporter un certain équilibre et une égalité de droit entre le congé maternité et le congé paternité. Alors, il l'a fait sur un certain nombre de mesures de disposition. Je pense notamment à l'assimilation du temps de travail effectif pour les congés payés, mais il ne l'a pas fait pour l'appréciation de l'ancienneté. Où là, lorsque, à titre d'exemple, je suis amené à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, dont l'un des critères de détermination est l'ancienneté, le congé maternité est pris en compte dans l'ancienneté, mais pas le congé paternité. Eh bien, voilà un équilibre, en tous les cas, qui est rétabli via cette loi d'adaptation au droit européen, puisque le congé paternité et le congé d'accueil de l'enfant seront également pris en considération dans l'ancienneté du salarié. Et il faudra être extrêmement vigilant, ne plus laisser passer une seule situation où la condition d'ancienneté est requise pour l'ouverture des droits ou le calcul des droits du salarié et y intégrer également donc ces deux congés-là qui n'avaient pas le même équilibre et le même poids que le congé maternité jusqu'à présent. Alors, quelques éléments également que j'avais cités à l'époque, hein, le congé parental d'éducation, hein, puisque les règles actuelles, en tous les cas avant l'entrée en vigueur de la loi, voulaient que pour ce congé parental d'éducation, le salarié devait avoir 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'accueil de l'enfant. Eh bien, les règles européennes adoptées et transposées dans notre législation nationale permettent un droit à congé parental d'éducation avec 1 an d'ancienneté sans lien avec la date de naissance ou d'accueil de l'enfant. Peu importe si cette date-là est déjà dépassée ou pas, et sans que l'événement soit identique. Alors pourquoi? C'est parce que notamment vous aviez des personnes qui n'étaient pas occupées, qui n'étaient pas salariées à ce moment-là, qui étaient peut-être plutôt demandeurs d'emploi, et qui, à la date de naissance de l'accueil de l'enfant, n'avaient pas la condition requise puisqu'ils ne travaillaient pas et entraient dans l'entreprise quelques mois plus tard. Maintenant, c'est sans lien. J'ai 1 an d'ancienneté, j'en bénéficie. Et la possibilité d'user du CPE après un an d'ancienneté, même si naissance du congé parental d'éducation, même si la naissance ou l'accueil sont antérieurs à l'embauche du salarié. Voilà un peu les adaptations faites et cette gestion du congé parental d'éducation, bien évidemment. Hein. Si vous avez quelques demandes qui vous paraissent incohérentes au regard de la date de naissance ou de l'accueil de l'enfant, en tous les cas, ces incohérences-là ont été gommées par l'entrée en vigueur de la loi que je vous indiquais à l'instant, à la date du 11 mars dernier. Alors, que nous dit notre fameux bulletin officiel de la sécurité sociale qui a fêté ses 2 années de naissance, hein, 1er avril 2021. Alors, chose assez intéressante, c'est qu'il évolue en permanence hein, avec l'administration, elle ne manque pas d'imagination. Alors, à bon escient par moment, un peu difficile à suivre par d'autres, mais bref. Ce que crée la DSS, on sait ce qu'il en est depuis de très nombreuses années. Eh bien, elle en a profité hein, pour redire au titre du financement des titres restaurants que lorsque ce financement patronal est inférieur à 50% de la valeur faciale du titre du restaurant, eh bien, il y a réintégration de la totalité de la part patronale dans l'assiette de cotisation sociale. Prenons un exemple, le titre restaurant a une valeur faciale de 9 €. La participation minimale de l'employeur devrait être de 4,50 € et finalement elle est uniquement de 4 €. Eh bien, il n'a pas respecté cette obligation-là de financement à hauteur de 50%. Il perd le bénéfice
de l'exonération du financement de cette part patronale, donc ce qu'il ajoute aux salariés pour l'acquisition de ces titres restaurants, eh bien ces 4 € seront réintégrés dans l'assiette de cotisation. Donc ça fait 4 € multipliés par un certain nombre de titres restaurants du mois et du titre restaurant remis au cours de l'année, multiplié par le nombre de salariés concernés. Bon, de toute façon, ils ont tous la même valeur faciale. Ce qui signifie que la charge financière vaudra aussi bien pour l'employeur qui a là, bien évidemment, des cotisations patronales et d'autres charges patronales, que pour le salarié qui, là aussi, bien évidemment, par cette réintégration dans l'assiette de cotisation, subira et devra supporter des charges de cotisation, même si elles tendent à se réduire, elles sont tout de même présentes. Hein. Je pense à la vieillesse, je pense à la retraite complémentaire, vieillesse de base et retraite complémentaire, entre autres. Donc soyons précautionneux. Alors, à titre personnel, je n'en ai jamais constaté, mais depuis que j'exerce dans le monde de la paie, mais rien n'est impossible. Des précisions également relatives aux avantages en nature lorsqu'il y a utilisation d'un véhicule électrique. Alors, dans un premier temps, qu'en est-il de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule électrique? Donc là, ici, la DSS reprend en réalité l'arrêté du 26 décembre 2022 quant à la gestion des frais de dépenses d'électricité fournis par l'employeur, et dont on nous dit la chose suivante, c'est que dans l'évaluation de l'avantage en nature, donc mise à disposition du véhicule, éventuellement d'autres éléments accompagnant le véhicule, l'assurance par exemple, le simple fait que l'employeur assure la prise en charge des frais de dépenses d'alimentation énergétique, alors, je me recharge à une borne, eh bien, tout cela est exclu pour cette prise en charge de dépenses électriques et exclu de l'évaluation de l'avantage en nature. Donc, je conserverai tous les éléments de la mise à disposition du véhicule, donc le véhicule en lui-même, l'assurance, très généralement. Par contre, je vais écarter dans l'évaluation la fourniture et la prise en charge des frais de dépenses électriques. Bon, voilà, ce qui réduit un peu l'évaluation de l'avantage en nature. Par contre, on est sur une autre logique lorsqu'il y a recharge du véhicule personnel ou des véhicules hybrides mis à disposition. Et vous voyez que l'on traite distinctement selon que le véhicule soit totalement électrique ou selon que le véhicule soit hybride, un moteur hybride. Et dans ce cas-là, dans ces deux derniers cas, véhicule électrique personnel ou hybride mis à disposition, on aura une réintégration dans l'assiette de cotisation sociale de la prise en charge par l'employeur de ces dépenses d'électricité, tout simplement. Donc, si mon employeur me remet une carte pour pouvoir aller charger auprès d'une borne électrique mon véhicule, dès lors qu'il est personnel ou dès lors qu'il est hybride, et dans ce dernier cas notamment s'il a été mis à disposition par l'employeur, il y a prise en compte bien évidemment de ces frais pris en charge par l'employeur, prise en compte dans l'assiette de cotisation sociale. Donc on a à distinguer les deux situations, notamment pour évaluer le régime social de cette prise en charge de dépenses d'électricité. Il a des questions peut-être sur les deux points les points qu'on vient de voir? Oui, sur le congé parental, donc concernant la prise en compte du congé parental dans l'ancienneté, quid d'un salarié qui est actuellement en congé parental? La loi est applicable à notre connaissance, mais on précisera les choses par retour que pour les situations qui naissent à compter de cette date. Par principe, une loi n'a pas d'effet rétroactif. Voilà. Et à notre connaissance, le législateur n'a pas souhaité lui attribuer un effet rétroactif. Donc normalement, ça entre en vigueur, on le reprécisera par retour. On fera un retour, notamment à la personne qui a posé la question. Il n'y a pas généralement d'effet rétroactif et ça ne s'appliquerait qu'aux situations qui naissent à la date d'entrée en vigueur, donc au plus tôt le 11 mars 2023. Une autre question peut-être, Maïla? Non, c'est tout pour l'instant. Merci. Merci. Quelques informations complémentaires. Alors, vous avez noté que, comme à l'accoutumée chaque année, la caisse d'allocation familiale annonce la revalorisation du RSA au 1er avril. Alors que ce soit au 1er avril, c'est toujours le cas, c'est pas un poisson en l'occurrence. Mais comme je dis, chaque année, elle l'annonce parce qu'on n'attend pas le texte, le décret ou l'arrêté gouvernemental qui puisse
fixer cette revalorisation. Donc on prend en compte cette valeur-là telle qu'annoncée dans la mesure où ça sera en tous les cas la valeur finale et qui sera confirmée par un texte à venir. Donc ce RSA passe de 598,54 € à 607,75 € et il nous intéresse bien évidemment, mais ça vous le savez, tous ceux qui font de la paye, afin de connaître avec précision le montant du salaire totalement insaisissable en cas d'opération de saisie arrêt sur salaire. Je rappelle que ce montant totalement insaisissable vaut uniquement au titre des opérations de saisie arrêt sur salaire. Si d'aventure vous êtes obligé de passer un prélèvement à la sur-impasse, il n'y a pas de protection pour le salarié. Le PAS pourrait même, le cas échéant, absorber la totalité des sommes dues par le salarié et avoir un état payé à zéro. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie de revenu pour le salarié lorsqu'il y a prélèvement à la source. Il y a juste une garantie au titre d'une opération de saisie arrêt sur salaire. Par ailleurs, je reviens sur l'abandon de poste comme cause de qualification de la rupture du contrat de travail comme étant une démission. Sur le débat, juste pour vous dire que nous attendions qu'un décret d'application fixe le délai minimal que doit laisser un employeur au salarié pour répondre à sa demande exprimée par lettre recommandée avec réception ou lettre mise en traitement contre les charges et la demande de reprise du travail ou de justification de l'absence. Dans le projet adressé aux partenaires sociaux, ce délai minimal est de fixé à 15 jours calendaires. 15 jours calendaires, donc aujourd'hui nous sommes le 7. 7 plus 15, ça ferait 22. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas demander aux salariés de répondre ou de reprendre le travail avant le 22 avril prochain. Alors, à la date, soit, alors je compte à compter du 15, c'est la date de remise en main propre contre des charges ou la date, pour le décompte de ce délai, de présentation par la poste de cette lettre recommandée avec avis de réception. La probabilité qu'il s'agisse d'une LRAR est beaucoup plus forte parce que si le salarié est absent, il est extrêmement difficile de manière factuelle et opérationnelle de le voir signer une lettre contre des charges, une lettre mise en main propre contre des charges. Ce décret-là avait été annoncé, la publication avait été annoncée par le ministère du Travail à fin mars. Bon, c'est reporté. Le ministère nous informe de la prise en compte de certaines observations faites par les personnes consultées, sans qu'à notre connaissance il se soit étendu sur les observations faites et ce que sera le texte définitif. Mais ça ne saurait dépasser, à notre sens, la mi-avril ou peut probablement dépasser la mi-avril. Avant fin avril, on aura le texte final. Jurisprudence. Alors, que nous disent les juges? Ils nous parlent de surclassement. En l'occurrence ici, des vigilances particulières en matière de RH et paye. Qu'est-ce que le surclassement? C'est la situation dans laquelle se trouve un salarié à se voir attribuer une qualification supérieure à celle correspondant aux fonctions occupées. Tout simplement. Donc j'ai un niveau, un grade, un coefficient. Mes fonctions devraient m'attribuer le coefficient X. En réalité, mon employeur m'attribuait le coefficient Y, qui est le coefficient supérieur, voire au-delà. Ce reclassement pour les effets qu'il va y avoir sur la rémunération que je vous ai énoncé dans un instant doit impérativement résulter d'une expression claire et non équivoque, nous dit-on, de la part de l'employeur dans la reconnaissance du reclassement. C'est assez intéressant, clair et non équivoque. Vous voyez un peu la formulation, on retrouve exactement la formulation attachée dans ces critères qualificatifs à la démission. Ne peut donc résulter d'une erreur. Cette expression claire et non équivoque, elle peut passer tout simplement par les mentions sur le bulletin de paye. De manière répétitive, l'employeur attribue un coefficient bien particulier au salarié. La question est, quel salaire je dois verser au salarié? Parce que surqualifier ce salarié, en réalité, cela peut avoir diverses incidences. Est-ce que j'ai voulu le faire bénéficier d'une protection particulière en cas d'arrêt maladie, dont on sait, par exemple, dans certaines conventions collectives,
le maintien de salaire est plus intéressant lorsqu'on est cadre que lorsqu'on est non cadre, possiblement. En termes de rupture du contrat de travail, certaines conventions collectives prévoient une indemnité calculée de manière plus favorable au cadre qu'au non cadre. Possiblement aussi. Mais alors, qu'en est-il de la rémunération? Est-ce que l'employeur peut faire le choix entre les incidences de ce surclassement? La Cour de cassation nous répond par la négative, puisqu'elle, pour les juges, ce surclassement conduit à ce que l'employeur verse une rémunération correspondant au surclassement. Donc, si je suis normalement, en raison de mes fonctions, au coefficient X et que mon employeur a indiqué notamment sur les bulletins de paye le coefficient Y, je dois recevoir au minimum la rémunération correspondant au coefficient Y, y compris si les fonctions identiques au coefficient inférieur, y compris si je continue à réaliser des fonctions à un coefficient X, dans mon exemple assez simple. Et là, ça veut dire que je dois réajuster la rémunération minimale du salaire. Avec, si un jour vous vous trouvez devant cette situation-là, avec tous les rappels de salaire que cela entraîne. Voilà. Et il faut être extrêmement précautionneux. Le surclassement, alors là, les juges se sont exprimés au titre de la rémunération. Pour ma part, on peut légitimement penser qu'il y a lieu d'en faire autant, quelles que soient bien évidemment les incidences relatives au surclassement. Hein. J'ai cité la gestion de l'arrêt maladie ou le calcul d'indemnité de licenciement conventionnel. Second point, alors là c'est une décision, dans les deux cas c'était chambres sociales, tout à l'heure c'est le 1er mars 2023, là c'est le 29 mars 2023, décision relative à l'inaptitude au poste de travail. Alors, lorsque le médecin du travail constate une inaptitude, l'employeur a une obligation de reclassement, selon les indications du médecin du travail. Bien évidemment, le médecin du travail va préciser les contenus de poste ou les caractéristiques du poste que doit au moins éviter le salarié du fait de son état pathologique. Et donc, je travaille dans les travaux publics, en extérieur, mon état pathologique ne me permet plus de ces travaux-là, pénible physiquement, exposé aux aléas de la météo, et tout ce qui conviendra, c'est plutôt une activité abritée ou un poste administratif. Possiblement également avec aménagement du temps de travail ou adaptation des postes existants, voire de mutation. Donc, je vais passer d'un établissement A à un établissement B, parce que l'établissement A est un établissement de production, il n'y a pas d'administratif, et je vais passer un établissement B de l'administratif, où là, je pourrais occuper un poste. Poste aussi comparable que possible avec l'emploi précédent, que possible, hein, parce que bien évidemment, faut-il encore qu'il y ait des postes disponibles, y compris dans ce fameux établissement A que j'évoquais à l'instant. Et puis, dans l'affaire qu'ont eu à trancher les juges, la précision donnée par la médecine du travail, c'est celle d'un télétravail partiel. Alors, il s'agissait effectivement d'une salariée pour un poste administratif, et pour laquelle la médecine du travail avait demandé à ce qu'elle puisse faire du télétravail partiel, c'est-à-dire du télétravail pendant 2 jours par semaine. Alors, mise en œuvre du télétravail, pour rappel, eh bien, cela passe par un accord collectif ou la signature d'une charte, c'est-à-dire des mesures, des caractéristiques de mise en place du télétravail par décision unilatérale. Soit j'engage les négociations, soit, alors quand j'ai des représentants syndicaux, je suis obligé de le faire, mais, ou alors ces négociations n'aboutissent pas. Et donc, je peux mettre en place le télétravail par la voie d'une charte. L'employeur a refusé d'assurer le télétravail pour cette salariée au motif de l'absence de mise en place du télétravail dans l'entreprise. Effectivement, il n'en a pas. Voilà. Il n'y a aucune contrainte à la mise en place du télétravail dans la législation française. C'est un mode organisationnel qui n'est pas interdit, mais qui n'est pas obligatoire. Les juges ont considéré que le motif soulevé par l'employeur est inopérant. Parce que les fonctions exercées par la salariée sont compatibles avec le télétravail. C'est un poste administratif. Hein. Ce n'est pas un poste de production derrière une machine industrielle. C'est un poste administratif.
Et qu'en l'occurrence, même en l'absence de télétravail dans l'entreprise, l'employeur devait répondre aux éléments fournis par le médecin du travail, et donc du télétravail partiel, en s'engageant sur la voie de l'avenant au contrat de travail. Donc on peut possiblement être cette fois-ci dans l'obligation de la mise en place du télétravail pour des raisons pathologiques tenant à la situation et à la santé du salarié, tout cela sur indication du médecin du travail. Bien évidemment, il faut que le médecin du travail examine et d'abord confirme l'état pathologique du ou de la salariée comme étant incompatible au poste tel qu'il est et pour l'organisation telle qu'elle est. Et en l'occurrence, ici, c'était 5 jours, de 5 jours sur 5 en site et demander à ce que l'on puisse avoir du télétravail, pour des raisons que seuls connaissent le médecin du travail et la salariée concernée, mais passer un télétravail partiel, c'est-à-dire 2 jours par semaine. Donc, ne soyons pas étonnés, effectivement, de ce que, éventuellement, les choses puissent plus ou moins se généraliser, mais faut-il encore que l'état pathologique l'exige, rende nécessaire le recours au télétravail. Mais en l'occurrence, on pourrait être amené à gérer du télétravail en raison de l'état pathologique du ou de la salariée et voir effectivement la mise en place du télétravail alors que l'entreprise n'a pas du tout envisagé l'organisation du télétravail pour tout ou partie de ses effectifs. Et là, on aurait du télétravail pour une personne à gérer tel quel. Et pour une personne. Alors, 2 jours par semaine, il ne dit pas s'il devait être, à quel rythme ça devait être fait, en début de semaine, en fin de semaine, de manière alternative. Rien n'est dit. Bon, peu importe, je dirais en l'occurrence. On pourrait même presque imaginer que le médecin du travail demande le recours au télétravail pour la totalité de la période. Ça me paraît peu probable. Après, je dirais que en l'absence, bien évidemment, ici tout à fait compréhensible, hein, d'informations sur l'état pathologique de la salariée concernée, on ne peut pas le préjuger. Mais rien ne s'y opposerait en droit, en tous les cas, pour la mise en place d'un télétravail total et non plus partiel. Des questions, Maïla? Oui, pardon. Alors, l'avantage en nature pour la recharge du véhicule personnel électrique ne peut être ajouté que lorsque l'employeur donne une carte, car si la borne est en libre service sans carte, comment faire pour déterminer l'avantage? Il facture. Voilà, il facture, il n'est pas. Alors, effectivement, s'il donne une carte, mais là, de toute façon, la question se pose que s'il y a prise en charge, dans les deux cas. Dans les deux cas. Et ce que nous précise la direction de sécurité sociale via le BOSS, c'est dans un cas, c'est exclu de l'évaluation, dans un autre cas, c'est réintégré. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a eu une prise en charge, ça veut dire que l'employeur a dépensé. Donc, s'il n'y a pas de carte, si l'employeur décide de prendre à sa charge par remboursement au salarié des frais d'alimentation électrique, eh bien là, on aura un élément, c'est la facture. Voilà, tout simplement, qui ne sera pas considéré comme un frais professionnel, en aucune manière. En aucune manière. Voilà ce que nous dit l'administration sociale en là, sur la question. Ah ben, s'il n'y a pas de prise en charge par l'employeur, la question ne se pose même plus. Hein. Il n'y a pas de dépenses faites. Il n'y a pas d'interrogation sur le régime social d'une somme non versée par l'employeur. Y a-t-il d'autres questions? Non, c'est tout. Merci Maïla. Donc, question. Alors, je vous remercie de votre grande attention jusqu'à présent, comme nous l'avons fait chaque fois maintenant, à chacun de nos rendez-vous mensuels depuis quelques années. Je voudrais vous présenter, évoquer avec vous des services dont Maïla fait partie d'ailleurs, hein, et qui vous sont proposés. Alors, il y a 2 types d'offres qui vous sont proposées. La première concerne les formations juridiques et paye. Alors, ces formations juridiques et paye sont ouvertes à celles et ceux d'entre vous qui sont déjà clients de SD Works ou ceux qui ne le sont pas, mais qui souhaitent venir acquérir un certain nombre de connaissances, de savoir ou consolider
leur connaissance ou savoir, ou confirmer leur connaissance ou savoir. Sur des thématiques juridiques et paye, donc nous allions les deux, à la fois sur la base de texte, nous rappelons ce qu'est le droit et nous indiquons ce qu'en sont les conséquences en paye. Alors, nous débutons, hein. Nous avons animé la semaine dernière, cette semaine, nos premiers sujets et séances de formation. Le premier sujet abordé jusqu'à présent a trait aux indemnités de rupture, puisque le thème portait notamment sur les modes de calcul des indemnités de rupture, légales, conventionnelles, le régime social et fiscal de ces indemnités de rupture. Et nous avons même consacré une partie non négligeable de la session à dire quelles sont les situations ouvrant droit ou pas aux indemnités de rupture, c'est-à-dire type de rupture du contrat de travail, qui en est à l'origine, quelle est la cause de la rupture du contrat de travail, ouvrant droit ou non aux indemnités de rupture. On rappelle le contexte général des indemnités de rupture. Les thématiques suivantes qui vous sont proposées, puisque la période s'y prête très fortement, avec des dates encore qui restent à fixer, mais il y en aura très certainement courant mai, bien évidemment, portera sur le thème des congés payés, là en 2 temps, parce que les 2 aspects, les 2 volets des congés payés sont assez volumineux pour y consacrer 2 sessions. Première session, c'est l'acquisition et prise des congés. Comment j'acquiers mes congés payés? Selon quelles conditions? Quelles sont les conditions fixées par la loi? Quel est le mode de décompte? Jour ouvrable, jour ouvré? Quels sont les arrondis? Dans quelles conditions je dois verser, attribuer à mon salarié des jours de congés supplémentaires pour fractionnement? Voilà. Que dit la convention collective lorsqu'elle attribue des jours de congés supplémentaires? D'ancienneté, par exemple. Et dans une seconde partie, c'est la prise des congés. Quand est-ce que je peux prendre mes congés? Y a-t-il possibilité d'avoir des congés par anticipation? L'employeur peut-il fixer un calendrier particulier de prise de congés? Que se passe-t-il lorsque les congés sont pris en dehors de la période fixée légalement, ou voire même réduite par la voie conventionnelle? Et qu'en est-il des fractionnements? Le sujet suivant portera sur l'indemnisation des congés payés. Comment est-ce que j'indemnise? Qu'est-ce qu'on entend par le maintien de salaire? Donc je sais pertinemment qu'il y a la pratique, il y a la loi et la pratique. Donc l'occasion se présentera de rappeler ce que dit la loi, et puis on verra bien ce qu'il en est des pratiques, parce que je sais qu'elles sont assez disparates. Quels sont les éléments constitutifs de l'indemnisation en cas de maintien de salaire? Qu'en est-il de l'indemnité de congés payés selon la méthode dite du 10e? Et qu'en est-il de l'indemnité compensatrice de congés payés, c'est-à-dire la rupture du contrat de travail, l'ICCP? Et un peu plus tard dans le calendrier, plutôt durant l'été, parce que nous y arriverons, on vous propose d'aborder ensemble la situation des jeunes entreprises, c'est-à-dire essentiellement les contrats d'apprentissage, contrats pro-stagiaires. On rappellera, même si le salarié jeune en question n'exerce pas son activité au sein de l'entreprise par la voie d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat pro, d'un stage, eh bien, les modalités d'occupation d'un CDI classique ou d'un CDD classique et comment dirais-je, le cadre de réalisation fixé par la loi, je pense notamment lorsque le jeune en question a moins de 18 ans. La durée de ces formations est d'une demi-journée, 3h30, donc généralement le matin, 9h30, 13h. Elles se font à distance. Alors, elles se font à distance, néanmoins, nous n'excluons en aucune manière la possibilité de le faire en présentiel au sein de vos structures. Hein, ce sont par contre, là, ce seront bien évidemment des modalités à voir, à examiner, qui ne rentrent pas dans le schéma général et notamment tarifaire que vous avez dans ligne de tout. Donc, c'est à distance, c'est du webinar et c'est fait. La tarification est la suivante. Elle est de 300 € hors taxe par participant lorsqu'on est déjà client de SD-Works et 330 € pour les non-clients. Est-ce que cette formation est prise en charge par l'OPCO? La réponse est oui, puisque la condition sine qua non, c'est l'aide de la certification Qualiopi que nous avons. Voilà, longuement bataillé pour l'obtenir, mais nous l'avons. Donc nous sommes certifiés Qualiopi
Et ces formations pourront être prises en charge par votre OPCO. Vous pouvez retrouver déjà quelques premiers éléments d'information sur le site dont vous avez le lien ci-dessous. Et en tout état de cause, toutes les questions relatives à cette prestation sont les bienvenues. Nous serons heureux d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que vous avez sous les yeux, que vous retrouverez également. Et si vous la souhaitez, on fera en sorte de vous l'adresser le plus rapidement possible. Tax and Legal, le tiré du 8, fr@sdworks.com. Donc, ici, vous avez l'ensemble des informations. Alors, je remercie grandement les premiers inscrits. Il s'agissait d'une équipe de paye et RH d'un de nos clients qui ont suivi une première session la semaine dernière et une seconde session hier, et notamment pour l'appréciation de la formation, puisque la notation est de 4,6 sur 5, donc c'est une excellente note. Nous sommes très très heureux, bien évidemment, d'avoir pu rendre ce service à ces personnes-là et de leur permettre de mieux se saisir des problématiques liées aux indemnités de rupture, puisque pour ceux qui sont RH, bien évidemment, de rappeler les situations ouvrant droit à la rupture, aux indemnités de rupture lorsqu'il y a la rupture du contrat de travail. Pour ceux qui sont un peu plus paye, de revoir le calcul et de confirmer leurs connaissances, de les consolider, d'avoir un nouveau savoir sur le régime social et fiscal. Mais je dirais que globalement, la totalité a servi, parce que même ceux qui sont plutôt RH ont reçu le savoir, la connaissance, mais s'ils devaient être interrogés, de se projeter sur le coût que peut avoir une rupture de contrat de travail. Voilà ce que je peux vous dire sur cette première offre. La seconde et la suivante, elle s'appelle Social RH. Elle est adressée également à ceux et celles d'entre vous qui sont clients ou non clients. Quelle est-elle? Elle est la suivante, c'est un service de délivrance de l'information juridique, et je dis bien de l'information juridique, en droit social et fiscalité des salariés. Et là, nous sommes sur un spectre infiniment plus large, puisqu'il vise à vous donner les informations nécessaires à votre prise de décision en termes RH, immédiate ou dans la construction d'une politique RH, quel que soit le sujet abordé, durée du travail. Alors là, c'est un exemple parce que la liste est extrêmement volumineuse, donc là, ici, c'est une liste non exhaustive. Hein. Durée du travail, formation et rupture du contrat de travail, on sait qu'il y a de nombreuses questions sur le sujet. Arrêt maladie, accident de travail, congé payé, congé maternité, paternité et les autres types de congés, la situation d'apprenti, contrat de professionnalisation, les relations avec les représentants du personnel, l'épargne salariale, les obligations déclaratives, le droit disciplinaire, etc., 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 etc. Sur l'ensemble de ces sujets, dès lors, bien évidemment, qu'il s'agit de droit social, droit de la sécurité sociale, impactant votre prise de décision RH et tout ce qui est fiscalité du salarié, notamment en ce qui concerne bien évidemment la base, prélèvement à la source, ou d'autres éléments, et quand on parle de fiscalité du salarié, c'est également la rupture du contrat, comme je l'évoquais, et l'épargne salariale, eh bien, sur tous ces sujets, et au-delà de la liste non exhaustive, nous serons en mesure de vous apporter tous les éléments de droit qui vont concourir à votre prise de décision. Selon quel schéma opératoire? C'est un schéma opératoire suivant. C'est une saisine par écrit à une adresse qui vous sera indiquée lors de votre décision de vous offrir cette offre dans le contrat qui nous lira, par écrit, et on vous assure une réponse téléphonique dans les 72 heures ouvrées. Alors, on s'est pris de marge assez longue et large. En réalité, bien évidemment, on pourra le faire dans un délai beaucoup plus court. 72 heures ouvrées, eh bien, si votre question nous arrive le vendredi à 11 heures, nous avons jusqu'à mercredi 11 heures pour vous répondre. Bien évidemment, dans 98% des cas, la réponse sera donnée beaucoup plus rapidement, hein, sauf si vraiment nous attendons une précision d'administration parce que quelques éléments pourraient venir compléter notre lecture des textes. Dans ce cas-là, on vous l'indiquera également. L'abonnement est annuel et par tacite reconduction, mais si vous voulez le résilier avant, eh bien, les conditions de résiliation seront précisées dans le contrat.
Le tarif est le suivant, 290 € hors taxe pour les clients et non clients, donc il est unique, que vous soyez client ou non client, avec la possibilité chez vous d'octroyer à 3 personnes la possibilité de nous joindre. Alors 3 personnes maximum, parce qu'on ne devrait pas, voilà, c'est une entreprise de 250 salariés, il faudrait éviter d'être saisi 250 fois sur la même question, s'il vous plaît. Et puis on pourra rajouter ensuite des personnes supplémentaires à raison d'éléments tarifaires qui vous seront précisés. J'insiste fortement sur le fait qu'il s'agit de l'information juridique et non pas de conseil, puisque l'activité de conseil et de rédaction d'actes sous seing privé est strictement réglementée par la loi de 71 sur l'activité d'avocat. C'est un monopole des avocats, mais un monopole qui est élargi à d'autres professions juridiques que sont les notaires, les huissiers ou les experts comptables. Alors, ce n'est pas une profession juridique que celle d'expertise comptable, mais la loi leur permet effectivement de faire du conseil et de la rédaction d'actes pour accompagner leurs clients. Le lien est en création. Si vous voulez des informations complémentaires, encore une fois, ici, l'adresse d'information est identique à celle de l'offre de formation, taxandlegal-8fr@sdworks.com. N'hésitez surtout pas à vous en servir, même s'il s'agit d'une question extrêmement simple, juste à titre informatif, cela ne vous engage à rien, bien évidemment, mais nous serons extrêmement heureux de poursuivre les échanges que nous avons déjà ici chaque mois avec vous et de vous offrir la possibilité de consolider vos savoirs, vos connaissances via les formations, via ce service d'information et de vous mettre en situation de prendre vos décisions de gestion globale RH ou particulière sur un dossier à raison des informations précises que l'on pourra vous fournir. Donc n'hésitez pas non plus à vous manifester ici via le chat, parce que bien évidemment, on vous redonnera l'adresse. Maëla, d'ailleurs, peut-être avant la fin de ce webinaire, est-ce que tu peux peut-être reprendre l'adresse? C'est l'indiqué dans le chat, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Merci Maëla. Donc vous allez la voir, notez-la, et voilà, l'adresse électronique, vous l'avez sous les yeux, et on se fera un plaisir, bien évidemment, d'échanger, de répondre à vos attentes. Et de vous recevoir, bien évidemment, d'échanger avec vous, soit à l'occasion de formations. Je sais que certains et certaines d'entre vous en sont friands et friandes, et de vous revoir, d'ailleurs, pour certains, avec plaisir pour certains et certaines d'entre vous. N'hésitez surtout pas, et encore une fois, le simple fait de prendre contact pour se voir préciser la nature de ces offres et les conditions de réalisation ne vous engage à rien, strictement à rien, mais ça vous permet de savoir, en tous les cas, si ultérieurement vous en avez besoin, vous en ressentez la nécessité, de savoir que formation et information sont à votre disposition et desservis par SDWorks. Des questions, Maïla? Alors, il y a quelqu'un qui a dit merci beaucoup pour ce webinaire. Je suis actuellement dans un processus de recrutement au sein de SDWorks Espagne. J'attends un retour courant de la semaine prochaine. Au plaisir de vous écouter encore sur cette actualité sociale qui évolue vite. Et c'est Madame Valérie Bouvel qui te dit ça. Merci, madame, merci grandement. Je sais que vous êtes une personne extrêmement assidue à nos rendez-vous. Bravo en tous les cas pour votre prochain poste, félicitations et bien évidemment toujours heureux de pouvoir échanger sur ces questions paye RH, sous quelque biais que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Information, formation, rendez-vous mensuel. Les dernières questions, mais je pense qu'elle a eu déjà sa réponse, mais est-ce que c'est vous qui animerez ces formations? Oui, la réponse est oui. Alors peut-être éventuellement Maïla, que vous écoutez en même temps, mais si certaines circonstances l'exigeaient, mais normalement c'est moi effectivement. C'est moi qui assure les formations. Autre question, Maïla? C'est tout. Merci grandement
de votre écoute, de votre attention. Je vous rappelle, notez-les dès maintenant parce que sachez qu'on avait déjà des inscriptions pour le prochain rendez-vous. Donc vous voyez que les choses vont extrêmement vite. On a déjà noté au cours de la semaine des inscriptions pour le prochain rendez-vous du vendredi 12 mai, 9h30. Le suivant aura lieu le 9 juin, 9h30. Celui d'après, le 7 juillet, 9h30. Et puis, soit au mois de mai, soit au mois de juin, nous vous communiquerons les prochaines dates de septembre, octobre, novembre, décembre pour la fin de l'année. Notez-les dans vos agendas. N'hésitez pas à vous inscrire par le canal habituel. Merci, merci grandement Maëla également de ta participation. Donc c'est la voix que vous allez entendre prochainement lors de nos prochains rendez-vous. Bon courage pour toutes et tous et n'hésitez surtout pas par quelque biais que ce soit pour quelque information souhaitez revenir vers nous. On se fera un plaisir de vous accompagner si la chose peut être faite. Bonne continuation. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne À très journée. bientôt. Bonne journée. Au revoir.